Merci de cette belle invitation, merci d'être là. Merci à toi, Jean, de m'avoir invité. Sur ce thème, être humain, c'est tellement vaste que j'ai saisi quelques bribes, surtout pour pas parler trop longtemps. Et c'est curieux, bien sûr, vous parliez au fond, vous parliez tout à l'heure de la question de l'humain redéfini par les rites funéraires, hein, ce qui est très intéressant. Vous disiez en effet qu'on n'avait pas parlé beaucoup de l'humanisme et de l'anti-humanisme. Je ne vais pas en parler là, mais c'est un grand débat qui a eu lieu dans les années 70. Je pense en particulier au débat avec Althusser et beaucoup d'autres ou Foucault, qui parlaient qui critiquaient au fond l'humanisme et les Lumières d'ailleurs, dans leur version trop linéaire, pour montrer qu'il y avait un anti-humanisme aussi, qui n'était pas forcément un anti-humanisme théorique, qui n'était pas forcément quelque chose d'inhumain. Donc il y a une variété possible d'approches. Alors évidemment, moi, dès que tu m'as parlé de ça, j'ai pensé à Freud. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Freud. En tout cas pas depuis 2014, parce qu'en général quand j'ai un sujet comme ça, je m'en éloigne pour faire autre chose, mais ça m'est revenu. Notamment, et puisqu'on parle aussi là de rites funéraires, ça m'est revenu à propos, et c'est là que j'ai articulé cet exposé, de la question de la pulsion de mort et de ce qui caractérise au fond l'humain. Et ce qui définit l'être humain, passage évidemment de la nature à la culture, mais aussi de l'animalité à l'humanité, et surtout de la pulsion de mort sur laquelle je vais revenir. En 1930, dans un ouvrage célèbre, Malaise dans la civilisation, Freud a lancé une sentence qui aura un fort retentissement. Il a écrit « L'homme qui le premier jeta une insulte à la tête de son ennemi et non une lance, cet homme-là fut le véritable fondateur de la civilisation. » Phrase évidemment provocante, mais il entendait définir au fond ce qui, à ses yeux, fondait le devenir humain de l'homme, renoncer, sinon à la pulsion de mort, du moins à la mettre en acte par le meurtre, au prix d'ailleurs d'avoir le droit d'injurier son prochain. Mettait la parole, au fond, au centre. Et c'est la raison pour laquelle, et c'est parfaitement lié, il a été toute sa vie un partisan inconditionnel de l'abolition de la peine de mort. Pourquoi ? Parce qu'aucun être humain ne peut accepter, disait-il, la légalisation de la pulsion de mort. Elle est là, et elle doit rester une part maudite, mais jamais être acceptée. Mais il faut aussi savoir qu'on l'éradique jamais. Au fond, c'était sa position. Le devenir humain passait donc à ses yeux par un accès à la civilisation et à la culture, et donc par le langage et la parole dont il a été beaucoup question ce matin, et par ce qu'il appelait la sublimation, c'est-à-dire la capacité de créer, d'imaginer et de sortir de l'état de nature au sens de la sauvagerie et de l'instinct. Il parlait ainsi en constatant que la religion, ce qu'il appelait lui l'illusion religieuse, avait cessé de dominer le monde, ce qu'on fait, mais avec, évidemment, quand on cesse de dominer le monde avec la religion, elle revient en permanence comme un retour du refoulé là où on l'entendait pas. Mais en conséquence, pour lui, le plus haut degré de l'humanisation considérait donc en un investissement de ce qu'il appelait la libido dans les formes les plus élevées de la créativité, notamment l'amour, c'est-à-dire Eros, l'art, la science, le savoir, la capacité de vivre en société et de s'engager au nom d'un idéal commun en vue du bien-être de tous. D'où cette apologie du bonheur, très inattendue chez ce penseur pessimiste qui incarnait certes les lumières, mais les lumières sombres par rapport aux lumières françaises et les lumières allemandes. Et au fond, ce qu'il définissait comme la bonne vie n'aurait certainement pas été désavoué par Saint-Just et par son idée du bonheur, une nouvelle idée, des nouvelles en Europe, dans le progrès. Et il se lançait alors,
très inattendu aussi, dans une défense inconditionnelle des réalisations techniques et scientifiques du XXe siècle. Il faisait l'apologie du téléphone, des transports maritimes et aériens, du microscope, des lunettes, de la photographie, le phonographe, l'hygiène domestique, la propreté. C'est assez inattendu chez ce penseur sombre. Et il définissait au fond l'humain comme le devenir humain. Et il ajoutait que puisque l'homme est un loup pour l'homme, il n'a pas d'autre moyen pour rompre avec cette pulsion d'autodestruction primaire que d'accepter de vivre avec ses semblables. C'est ainsi qu'il fondait toute relation sociale sur l'existence de la famille, cellule germinable de la société d'une part, et sur le langage de l'autre. Dans le même texte, il ajoutait une phrase étrange, que le premier homme à avoir renoncé au plaisir d'uriner sur une flamme était ainsi le héros d'une conquête de la civilisation. Autrement dit, une critique radicale du phallicisme. Il était un héros de la civilisation en ayant renoncé à uriner sur une flamme, donc à maîtriser le feu, puisque, ajoutait-il, cela donnait les moyens à la femme d'entretenir un foyer. Tout ça est évidemment aujourd'hui démodé, mais l'idée de ce renoncement, au fond, à une pulsion et une hubris, je dirais qu'à ce moment-là, il parodiait sans le dire, et pour cause la célèbre phrase de Jean-Jacques Rousseau sur l'origine de l'inégalité, le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi », et trouva des gens assez simples pour le croire, je le recite parce que j'aime beaucoup fut le vrai fondateur de la société civile, que de crimes, de meurtres et de misère et d'horreur n'eût point épargné au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables « gardez-vous d'écouter cet imposteur ». C'est dans le discours sur l'origine de l'inégalité. Contrairement à Rousseau et aux héritiers des philosophes des Lumières, Freud ne croyait pas en la possibilité d'abolir toutes les inégalités. Il était convaincu que les forces pulsionnelles sont toujours plus puissantes que les intérêts rationnels. Il soutenait qu'aucune société ne peut se construire sans renoncement à l'agressivité, au conflit et à l'affirmation de soi, mais que c'est une maîtrise. Et il n'en soutenait pas moins que le langage, la parole, la loi, donc l'ordre juridique, étaient les trois seules manières de passer de cet état de nature à l'état de culture. Cette thèse, il avait déjà soutenue auparavant dans Totem et Tabou, mais maintenant il la transformait en un véritable programme politique articulé autour d'une philosophie psychanalytique, une idéologie, une représentation du monde. Bref, il affirmait tout à la fois que la civilisation était une source de déception pour l'homme, puisqu'elle le contraignait à renoncer à ses pulsions, mais qu'elle était aussi pour lui une nécessité rationnelle, à condition qu'elle n'induise pas un excès de répression. Et surtout, pas de répression excessive de la sexualité, de l'agressivité nécessaire à toute forme d'existence. D'où un malaise profond. Je dirais que la civilisation n'est un remède au malheur que dans la mesure où elle crée aussi un malheur, la perte des illusions, la contrainte. La pulsion de vie n'est pensable que parce qu'elle s'oppose à la pulsion de mort et qu'elle s'articule à la contrainte, au destin et à cette nécessité de vivre ensemble. Ce manifeste freudien me semble encore d'actualité. On peut tout à la fois récuser les excès de l'individualisme qui conduisent à des dérives identitaires, le sujet se prend pour un roi, habité par l'hubris, que le fanatisme religieux qui engendre une autre forme de pulsion de mort, la fascination humaine pour sa propre destruction. J'ajouterai aussi, dans cette perspective, combien l'avènement du progrès scientifique peut toujours se retourner en son contraire. On le voit aujourd'hui, avec les débats sur, qui étaient posés d'ailleurs ce matin très bien, les débats sur le vaccin. Rien n'est plus obscurantiste que de s'opposer au vaccin. Et d'ailleurs, comme le disait très bien Étienne ce matin, c'est vrai que du coup, ça oblige à mettre des masques. Si on était, c'est-à-dire de renoncer à un type d'humanisation du visage. Et Freud disait, les hommes sont arrivés maintenant à un tel degré de maîtrise des forces de la nature qu'avec l'aide de celle-ci,
il leur est facile de s'exterminer les uns les autres jusqu'au dernier. Ils le savent, d'où une bonne part de leur inquiétude actuelle, de leur malheur, de leurs angoisses. Il faut dès lors espérer que l'autre des deux puissances, l'éros éternel, fera un effort pour l'emporter dans le combat contre son non moins immortel adversaire. En réalité, se manifeste opposé à ces trois conceptions de la société, religieuse, individualiste et communiste, une représentation de l'homme fondée sur la psychanalyse. Ce que Freud appelait la psychanalyse. Freud se méfiait de la démocratie, qui menaçait de donner trop de pouvoir aux masses non éduquées, mais il condamnait les dictatures qui ne faisaient que parodier dangereusement la figure de l'autorité. À cela, évidemment, il préférait une république des élus, issue de la tradition platonicienne et surtout de la monarchie constitutionnelle. Il était politiquement tout à fait anglophile et favorable à la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire la démocratie plus ce qui avait remplacé Dieu et qui fonctionnait au fond pour lui comme un idéal du moi. Un peuple éclairé par un souverain soucieux du bien commun. Pour cette raison d'ailleurs, il soutenait, comme Thomas Mann, Eichmann, Ortega y Gasset, un projet de son compatriote autrichien Nikolaus von Coudenhove-Kalergi, qu'on a un peu oublié, mais qui est un très grand humaniste, qui visait à restaurer l'unité européenne en la fondant sur une référence commune à la culture gréco-latine et chrétienne. C'était dans ce programme cette idée qui, évidemment, est extrêmement moderne, profondément européen. Une fois de plus, il faisait de la ville de Rome le signifiant majeur de cette doctrine. Et c'était évidemment à une époque où le fascisme dominait, s'étalait entre le Colisée et le Panthéon. On rappelle que Freud était un gréco-latin qui avait pour héros à la fois Énée, Achille, Ulysse, enfin bref, son panthéon était celui des Grecs et des Latins, avec en arrière-fond, bien sûr, l'Égypte, mais il soulignait toujours que la civilisation n'était rien d'autre que l'expression d'une constante réconciliation entre passé et présent. Ni abolition du passé, ni détestation du présent, ce qui empêche, au fond, la pensée du futur. Depuis que nous avons surmonté l'erreur consistant à croire que l'oubli qui nous est familier signifierait une destruction de la trace mémorielle, donc un anéantissement, nous penchons vers l'hypothèse opposée, à savoir que dans le psychisme, rien de ce qui s'est une fois constitué ne peut sombrer, que tout demeure conservé en quelque manière et peut, dans des circonstances appropriées, par exemple, du fait d'une régression, allant assez loin, est appelé à ressurgir. On en voit les effets aujourd'hui, ressurgissement qu'on croyait vraiment loin pourtant de toute une pensée répugnante d'extrême droite qui a surgi et qui ressurgit en Europe au moment où l'Europe a du mal à se faire. Autrement dit, qu'est-ce qu'il pensait? C'est que la culture et la civilisation n'était autre que la construction qu'il en avait donnée depuis son interprétation des rêves, unissant tous les étages du temps humain et en faisant ainsi du je est un autre la seule terre promise dédiée au sujet moderne. Un sapulsionnel, l'archéologie, enfoui dans les décombres d'une généalogie ancestrale, un surmoi interdicteur, c'est pas la même chose qu'une répression, symbole d'un bonheur accessible et un moi partagé entre mémoire et histoire. Certes, aujourd'hui, la division des sexes ne repose plus sur de telles assignations de rôles, femmes au foyer, hommes en guerre, et c'est pourquoi, au lieu de décliner à l'infini la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas ceci ou cela, on le devient, j'ai préféré souligner que l'on est humain et qu'on le devient. Les deux choses cohabitent. On le devient, que l'on soit femme ou homme, ou que l'on soit ensuite, par choix, homosexuel, bisexuel, transgenre ou tout à la fois. On ne doit pas opposer le sexe inné au genre construit, ni le genre au sexe. L'universel n'est rien sans la différence et réciproquement. Et de même, la race n'existe pas dans le monde humain, même s'il y a du racisme, elle n'existe pas scientifiquement, mais seulement des différences de pigmentation. Personne ne doit être ni racialisé ni racisé.
Être humain, c'est donc être déterminé à la fois par un ancrage biologique, on est humain, par une vie en société et par une structure psychique, celle qu'on oublie bien souvent. N'être humain, cela veut dire aussi que l'on ne naît pas non humain et qu'on ne le devient pas. Nous ne sommes pas des animaux, même si nous appartenons bien entendu au règne animal et qu'il y a un continuisme, mais contrairement à ce qu'affirment certains animalistes, qui croient que l'on pourrait franchir la barrière des espèces en instaurant des mariages légaux entre humains et non humains. J'ai trouvé cette référence-là chez Peter Singer, je crois qu'il l'a retirée depuis, mais qui prônait la possibilité dans ce continuum d'un mariage entre les humains et les non-humains, notamment bien entendu avec les mammifères et plus précisément avec les grands singes. En réalité, c'est parce que nous faisons partie du vaste univers du vivant, avec des césures, des frontières, des passages, que nous devons, comme êtres humains, nous soucier des souffrances endurées par les non-humains. Tout nous différencie de l'animalité, le langage, la culture, la pensée scientifique, mais tout nous en rapproche, comme en témoignent les cultures qui incluent l'animalité dans leur représentation du monde. Continuum et différences, passages. Être inhumain, on ne peut pas parler de l'humain sans s'interroger sur ses frontières, mais aussi sur ce qu'est le contraire. En tout cas, l'antithèse, c'est être inhumain. Mais être inhumain, adjectif, ce n'est pas être non humain. L'adjectif s'applique généralement aux actes de violence, massacre, torture, génocide, pulsion de mort à l'état brut, dirait Freud, toujours qualifiés de non-humains, comme si les bourreaux devaient être sortis de la catégorie des humains. À cet égard, on revient au début de cette intervention, l'inhumain fait toujours partie de l'humain, car seuls les hommes, au sens générique, commettent de tels actes, et jamais les animaux qui ne sont pas pervers. Comme le soulignait Jacques Derrida en 2000, en commentant Freud, les pulsions de haine, d'agression, de destruction, de cruauté étant impossibles à éradiquer, et ne pouvant pas non plus être combattues directement, ce qui conviendrait à les légitimer, il faut trouver des moyens indirects, des transactions, des détours pour lutter contre elles. On ne détruira pas ces pulsions, mais on jouera sur les différences de modalité, de qualité, d'intensité de ces mêmes pulsions, sur les possibilités d'intrication avec les pulsions érotiques, sur les possibilités de lien social ou d'amour. Pour limiter le déchaînement des forces destructrices, donc inhumaines, on peut tenter de les lier par la culture, la civilisation, l'histoire, la dictature de la raison. Mais ça s'inverse toujours à partir d'un certain moment, dès qu'on en fait de ces programmes un catéchisme. Faute de nouvelles lumières pour notre temps, faute de pouvoir imposer brutalement un jugement moral, on peut choisir la ruse, la médiation, le combat oblique. Dans ce combat, le savoir analytique, ou plutôt la théorie de l'inconscient, peut avoir une certaine utilité pour comprendre, en fait, et on est dans une époque où l'inconscient n'intéresse plus personne, c'est ce que j'ai remarqué, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est à nu, on ne s'intéresse plus du tout à l'inconscient. On pense à la rationalité comme une évidence pédagogique, et qu'il suffirait d'éduquer les gens à ne plus être homophobes, méchants, misogynes, androgynes, je sais pas quoi, en tout cas hostiles à tout, qu'il suffirait de les éduquer pour que ce soit une bonne fois pour toutes réalisé. Ben pas du tout, ça marche pas comme ça. On voit ressurgir évidemment en permanence le reflet. Mais pour autant, il ne faudrait pas être désespéré. Alors j'ai pensé à autre chose qui s'appelle le droit de grâce, qui, puisque j'ai commencé sur le crime et le fait de ne jamais légaliser la pulsion de mort, j'ai pensé à ça. Parce que être humain, c'est aussi faire preuve d'humanité au-delà même du droit, au-delà des pulsions que l'on doit sublimer. J'ai commencé donc avec le crime, j'y reviens, pour souligner qu'il faut aussi savoir que la loi ne suffit pas toujours à résoudre l'énigme d'une pulsion meurtrière, à la manière de Victor Hugo, qui est celui qui a le plus montré ce que c'était que cette pulsion meurtrière. Je prendrai pour exemple une destinée individuelle, mais il y en aurait beaucoup d'autres, qui a fait couler beaucoup d'encre, celle de Jacqueline Sauvage, non prédestiné. C'est au nom de cette humanisation de soi et d'autrui
compassion, et non pas pour des raisons juridiques, qu'il fallait, selon moi, je l'ai fait, obtenir sa grâce, signer cette pétition en 2016. Ce que le président Hollande a fait, justement, parce que, ayant vécu un martyre pendant une vie entière, 47 ans, il y en a d'autres, mais elle est un cas tout à fait emblématique, auprès d'un mari monstrueux, un bourreau, qui violait, menaçait leur fille, elle trouvait au fond normal de l'avoir assassinée. Elle n'avait ni remords, ni sentiment de culpabilité. Et c'est à mon avis pour ça que seul le droit de grâce, parce qu'en droit, il y avait assassinat, et c'était très difficile d'enlever l'acte. C'est pour ça qu'à mon avis, seul le droit de grâce, qui est en fait hérité de l'ancien droit régalien, je vais un peu étudier, il existe dans plusieurs démocraties, mais pas partout, qu'elle ne soit plus incarcérée, donc libérée, qu'elle sorte libre, surtout qu'elle avait fait de la préventive, qu'elle soit au fond libérée. D'autant que cette histoire de famille était terrifiante. Le fils était aussi sous emprise, autant comme elle, ça pose le problème de l'emprise, 47 ans soumis à un bourreau. Il faudra étudier toutes ces questions aujourd'hui. Qu'est-ce que l'emprise? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet humain se laisse mettre sous emprise? Je parle dans des pays démocratiques où il aurait d'autres possibilités, et pourtant, ça existe. Ça existe, la dictature en soi, je dirais conjugale, familiale. À cet égard, cette femme méritait d'autant plus d'être graciée qu'elle n'éprouvait aucun remords, aucune culpabilité quant à son acte, et n'avait aucune autre solution, c'était lui ou moi, c'était lui ou nous, disait-elle. Et je voulais juste que ça s'arrête. Ce qui est d'ailleurs un problème majeur. L'avocat général, Frédéric Chevalier, avait indiqué lors de son réquisitoire, en rendant coupables les voisins et les autorités. C'est la faute aux voisins, c'est la faute aux autorités. Je ne minimise pas les violences conjugales qui ont duré toute votre vie avec lui. C'était un sale bonhomme. Je ne vous dis pas que vous auriez dû aller au commissariat. Je n'en suis plus là. Je vous comprends, madame, de ne pas avoir pu réagir. Mais le parquetier, se tournant vers ceux qui venaient de témoigner, amis, voisins, maires du village, vous qui saviez, vous auriez dû faire quelque chose. Nom de Dieu, disait-il. Mais il n'a pas pour autant demandé la relaxe. C'est intéressant, après avoir vu de quoi il s'agissait, il ne voyait pas le phénomène de l'emprise mortifère, qui transformait un être humain en inhumain, en quelque sorte. Alors qu'elle n'avait fait que de la préventive et n'était pas dangereuse pour la collectivité. Des articles infâmes ont été écrits contre cette femme dans un grand élan d'inhumanité. J'en cite quelques auteurs. Redeker, Onfray, Procoris. Sous prétexte qu'on ne se fait pas justice soi-même, certes, mais justement, le droit de grâce n'a lieu que lorsqu'il n'y a rien d'autre à faire, parce qu'il est inconditionnel. Et précisément, c'est de ça qu'on a affaire aussi dans cette frontière de passage entre la pulsion de mort et la possibilité d'humaniser. Telle est donc, à propos de ce cas singulier, la meilleure manière de ne pas victimiser une victime, mais de lui reconnaître sa propre humanité. Car c'est bien elle la victime. 3 ans plus tard, ayant retrouvé une vie normale, elle se laissait mourir, usée par les années de martyre. Je vous remercie. Merci.